Son sang était encore sur mes mains. Quand j'ai réalisé que ce n'était que le début d'une profonde tristesse, mais guidée par de nombreuses surprises. Bonjour, mes chers amis, je m'appelle Cécile. Mais tout le monde m'appelle Mamie Cécile. J'ai 74 ans et je suis ici pour raconter une histoire que j'ai gardée enfouie profondément dans mon âme pendant près de 4 décennies, née et élevée dans la campagne poitevine, à une époque où les femmes n'avaient ni voix, ni droit de parole. Aujourd'hui, je vis à Bordeaux, où j'ai reconstruit ma vie. Après tout ce que je vais vous raconter avant de commencer cette histoire, que je n'ai jamais racontée à personne, je veux vous remercier tous qui avez trouvé cette histoire. Dites-moi dans les commentaires de quelle partie de la France vous regardez. J'aime imaginer tous les différents coins que cette histoire atteindra et cela réchauffe mon cœur. Je suis née en 1950 et dans une petite ferme dans la campagne poitevine. Mon père, Antoine, travaillait la terre, cultivant du maïs, des haricots, du tabac. Ma mère, Elisabeth, prenait du linge à laver pour les gens de la ville et faisait des courtes pointes qu'elle vendait au marché de la place des Bancs. Nous étions pauvres, mais nous n'avons jamais manqué de nourriture sur la table, ni d'amour dans cette maison. J'ai été élevée avec 5 frères et sœurs, 3 garçons, 3 filles. J'étais la deuxième aînée. Dès le début, j'ai appris à m'occuper des plus jeunes, à cuisiner, à nettoyer, école seulement jusqu'au CM1. Après ça, mon père disait « Les femmes n'ont pas besoin de beaucoup d'apprentissage, juste assez pour pas se faire arnaquer au magasin. » Différents de mes frères qui étudiaient aussi loin qu'ils voulaient. L'odeur de mon enfance était celle des haricots cuisants, de la terre humide après la pluie et de la fumée du poêle à bois. Nous nous réveillions au chant du coq, dormions quand la lampe à huile s'éteignait, pas d'électricité, pas de courante. L'eau venait du puits. Les bains dans une baignoire en étain, fille simple, mais j'en connaissais pas d'autres. J'ai eu mes premières règles à 12 ans et ma mère a dit maintenant, tu es une jeune fille, tu dois être prudente avec les hommes. Elle n'a rien expliqué d'autre. Je pensais que j'allais mourir en saignant. J'avais tellement peur. Les explications venaient d'amis plus âgés, dans des murmures pleins de honte et de mots incomplets. Mon père était strict mais jamais violent. Il avait cette manière sérieuse des hommes de cette époque qui pensaient que montrer de l'affection était pour les faibles, mais je savais qu'il nous aimait à sa manière tordue. Ma mère était plus affectueuse, nous serrait dans ses bras, chantait, racontait des histoires le soir. Les choses ont commencé à changer quand j'ai eu 16 ans. Soudain, les jeunes hommes ont commencé à me regarder différemment au marché, à l'église, à la foire de Niort. J'étais mince, cheveux bruns, cheveux jusqu'à la taille, rien de spécial. Mais dans cette petite ville, toute jeune femme attirait l'attention. C'était à la foire de Niort de 1967 que j'ai rencontré Julien. Il venait de la ville voisine
était venu avec des amis pour les festivités. Grant Ford travaillait dans la construction. Il avait 25 ans et un sourire qui me faisait oublier mon propre nom. La jeune demoiselle aimerait-elle danser Dimandati Il tendant la main pendant que l'orchestre jouait. Je regardais mon père qui hocha la tête discrètement. À cette époque, les filles convenables n'allaient nulle part seules. Bottes de foin, musique de violon, odeur de saucisses grillées et de barbe à papa. J'ai dansé avec Julien jusqu'à ce que la sueur coule, jusqu'à ce que mes pieds fassent mal. Quand il m'a ramenée à ma famille, je savais que quelque chose avait changé en moi. Puis-je venir vous rendre visite ce dimanche ? Demanda-t-il avant de partir. C'è di manche. Julien s'est présenté chez nous, vêtu de ses plus beaux habits, cheveux peignés, une boîte de chocolat pour ma mère. Il a parlé avec mon père de travail, de football, de la vie. Il a charmé mes jeunes frères et sœurs avec des blagues et des petits jeux. Maman a servi du café et il l'a complimenté comme si c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûté. La cour a commencé comme ça, avec des visites le dimanche, toujours surveillée. Julien s'asseyait dans le salon, moi dans le fauteuil à côté de lui. Distance, respectuous, conversation, formel. Parfois, il apportait un petit cadeau, un ruban pour cheveux, des fruits qu'on n'avait pas par ici, un petit carnet pour que j'écrive Cécile. Ce jeune homme semble décent, commenta mon père après quelques mois. Mais vas-y doucement, les hommes promettent beaucoup avant d'obtenir ce qu'ils veulent. Et ensuite, is changent. J'aurais dû écouter mon père plus attentivement pendant les 6 premiers mois. Julien était attentif, patient, respectueux. Il parlait de ses rêves, voulait être contremaître un jour, avoir sa propre maison, fonder une famille. Il me parlait de son père, Victor, veuf depuis de nombreuses années, un homme respecté dans leur communauté, propriétaire d'une petite épicerie. Mon père a élevé 3 garçons seuls, racontait Julien avec fierté, n'a jamais voulu se remarier, disait qu'aucune femme ne pouvait remplacer ma mère. Je trouvais ce respect pour la mémoire de sa mère magnifique. Je ne savais pas ce que cette histoire cachait. J'ai rencontré Victor le jour où Julien m'a emmené rencontrer sa famille. C'était un dimanche. J'avais fait un pain de maïs pour leur plaire. Victor était un homme imposant, plus grand que Julien, cheveux grisonnants, grande main cailleuse. Il avait ce regard pénétrant qui semblait voir à travers les gens. Donc c'est la fille qui occupe l'esprit de mon fils, dit-il, me regardant de haut en bas. Jeg senti un frisson. C'était pas le regard d'un beau-père rencontrant sa belle-fille. C'était le regard d'un homme évaluant une marchandise. J'ai baissé les yeux, comme on m'avait appris que les filles convenables devaient faire. Maintenant, je sais que j'aurais dû faire confiance à mon instinct et m'enfuir de là. La visite était étrange. Victor posait beaucoup de questions. Si je savais cuisiner, nettoyer, coudre, si j'étais une fille respectable, si je prévoyais d'avoir beaucoup d'enfants. Julien semblait gêné, mais ne défiait pas son père.
Son frère semblait habitué à ce comportement, presque ennuyé. « Papa, c'est une bonne fille. » Tenta d'intervenir Julien à un moment. Elle vient d'une famille décente. Je veux juste savoir qui va entrer dans la famille, répondit Victor froidement. Une femme doit connaître sa place dès le début. Je suis rentrée chez moi mal à l'aise, mais n'ai rien dit à mes parents. Je pensais que c'était juste la manière d'un homme plus âgé, cette éducation à l'ancienne. Comme j'étais naïve, la cour a continué et Julien a demandé ma main 1 an plus tard. J'avais 17 ans quand nous nous sommes fiancés. Il avait 26 ans. Les fiançailles étaient simples. Une petite fête chez moi avec un gâteau fait par ma mère, du soda partagé dans plusieurs verres. Tous les voisins présents, mes parents ont donné leurs petites économies pour aider avec le trousseau. Julien avait déjà réussi à louer une petite maison en ville, petite, juste 2 pièces, mais c'était le début de notre rêve. Je me suis mariée en janvier 1969. Je venais d'avoir 18 ans, robe blanche, simple, que ma mère et ma tante ont cousu, voile emprunté à une cousine. Bouquet de fleurs sauvages cueillies le matin du mariage. La cérémonie était à l'église Saint-André, petite mais bondée. Dans les petites villes, les mariages sont des événements pour tous. Victor s'est présenté avec ses 2 autres fils. Pendant toute la cérémonie, je sentais son regard sur moi, comme s'il évaluait si j'étais digne de son fils. Pas de sourire, pas de geste d'approbation. Juste ce regard froid, calculateur. À la réception après la cérémonie, il a bu plus que tout le monde. Il n'était pas ivre au point de tomber, mais ce genre d'ivresse bavarde qui dit ce qu'il pense vraiment. À un moment, il s'est approché de Julien et moi, maintenant. Tu as des responsabilités, garçon, dit-elle, serrant l'épaule de son fils fort. Une femme, c'est comme un animal, il faut une bride serrée dès le début, où elle prend le dessus. Juliana är maladroitement. J'ai fait semblant de ne pas entendre, comme les femmes de cette époque étaient entraînées à faire. J'ai avalé ces mots avec le gâteau de mariage. La nuit de noces était comme beaucoup à cette époque. Effrayante, douloureuse, pleine d'ignorance des 2 côtés. Julien n'était pas intentionnellement cruel, mais il savait pas non plus quoi faire au-delà de ce qu'il entendait des autres hommes. Je ne savais rien au-delà du allonge-toi et endure, que les femmes plus âgées murmuraient aux mariés. Je me suis réveillée le lendemain en tant qu'épouse, une femme mariée, une femme au foyer. La vie à venir semblait tracée, s'occuper de la maison, du mari, avoir des enfants, répéter le cycle que je voyais chez toutes les femmes autour de moi. Les premiers mois étaient une question d'adaptation. Julien travaillait du lundi au samedi, partait avant le lever du soleil, revenait quand il faisait déjà noir. Je m'occupais de la maison, faisais la cuisine, lavais les vêtements. Parfois, je faisais de la broderie à vendre pour aider avec les revenus. Mais Julien n'aimait pas beaucoup ça. Disait que ça donnait l'impression qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins du foyer 1 fois par mois,
Nous rendions visite à Victor. Ces visites étaient toujours tendues pour moi. Il examinait la maison de son fils avec un regard critique, passait son doigt sur les meubles, cherchant de la poussière, regardait les casseroles pour voir si elles étaient bien récurées. On reconnaît une femme à la cuisine qu'elle tient, disait-il, comme si je n'étais pas là. Quand Julien n'était pas là, Victor faisait des commentaires qui me mettaient mal à l'aise. Une bonne épouse aurait déjà donné un petit-fils à tenir, ou tu es trop maigre. Les hommes aiment un peu de chair à attraper. Je ravalais tout en silence. C'était le père de mon mari. Il méritait le respect, c'est ce qu'on m'avait appris. De plus, j'avais peur de lui, peur de ce regard, ces grandes mains, de cette autorité qu'il imposait. Les choses ont commencé à devenir étranges. Quand je suis tombée enceinte fin 1969, Julien était radieux, me traitait comme si j'étais en cristal. Victor, quand il l'a pris, est venu nous rendre visite, chose qu'il ne faisait jamais. Attendait toujours qu'on aille chez lui. Maintenant, tu es enfin une femme complète, dit-il, regardant mon ventre encore plat. J'espère que c'est un garçon. Il y a déjà trop de femmes dans ce monde. La grossesse était difficile. Nausées constantes, faiblesse, douleur qui allait et venait. Le médecin de la ville disait que c'était normal, que j'étais très jeune et que mon corps s'adaptait. Julien s'inquiétait, mais devait travailler. Je passais la plupart de ces mois seule, gérant l'inconfort comme je pouvais. Victor a commencé à se présenter plus souvent. Il apportait des choses pour le bébé, un berceau en bois qu'il avait fait lui-même, des petits vêtements qu'il avait gardés de ses fils, un cheval à bascule au cas où ce serait un garçon, toujours quand Julien n'était pas là, toujours avec ce regard qui me dérangeait. Une fille enceinte a besoin de soins, disait-il. Mon fils travaille trop, ne peut pas toujours être là. Lors d'une de ses visites, au 5e mois de grossesse, il a apporté une bouteille de vin, fait maison, pour la force. Insista-t-il quand j'ai refusé. Les femmes enceintes ont besoin de sang fort. J'ai accepté un petit verre pour ne pas sembler ingrate. Le goût était étrange. Trop fort. 2 heures plus tard, j'ai commencé à ressentir des douleurs intenses, des saignements. Victor était déjà parti. J'ai crié pour demander de l'aide jusqu'à ce qu'un voisin entende. J'ai perdu le bébé cette nuit-là. Le médecin a dit Tja, Oliver, beaucoup de femmes perdent leur premier. Personne n'a questionné le vin, pas même moi à l'époque. Ce n'est que des années plus tard, en me souvenant que les pièces se sont assemblées. Julien était dévasté, mais s'est vite remis, comme les hommes le font. Nous réessayerons, dit-il. Dieu sait ce qu'il fait. Victor est venu à l'enterrement du bébé avec une expression solennelle, mais ses yeux ne montraient aucune tristesse. Il y avait presque du soulagement. C'est après cela que j'ai remarqué le changement chez Julien. Ça a commencé lentement, petite plainte, critique sur l'assaisonnement de la nourriture, sur la façon dont la maison était arrangée. Il a commencé à boire plus, à rentrer plus tard. Au début, c'était des commentaires, puis sont venus les cris.
La première gifle est venue quand j'ai demandé où il avait passé la nuit, dure, à travers le visage, me projetant contre le mur. Ma femme ne me questionne pas, dit-il entre ses dents, apprends ta place. J'ai pleuré toute la nuit dans la salle de bain, avec un chiffon dans la bouche pour qu'il n'entende pas. Le matin, Julien agissait comme si rien ne s'était passé. Moi aussi, je faisais semblant, comme tant de femmes avant moi. Cette gifle a ouvert la porte à d'autres. Bientôt sont venus les pousser, puis les coups, toujours quand il buvait trop, toujours suivis de repentance. Le lendemain matin, fleurs cueillies sur le chemin du retour, promesse de plus jamais. Rares larmes masculines qui me convainquaient qu'il était vraiment désolé, et je pardonnais parce que c'est ce que faisaient les femmes, parce que je n'avais nulle part où aller. Mes parents étaient morts dans un accident de voiture 6 mois après mon mariage, parce que je croyais que l'amour était ainsi, avec des bonnes et des mauvaises parties. Victor savait, j'en suis sûre. Il savait lors des visites, il regardait mes bleus, mal déguisés, avec des vêtements longs, même par la chaleur, avec la poudre de visage épaisse que j'utilisais pour couvrir les marques. Une femme doit savoir plaire à son mari, commentait-il. Souriant de côté, quand elle ne plaît pas, elle est corrigée. And 1972, je suis tombée enceinte à nouveau. Cette fois, Julien a réduit sa consommation d'alcool. Les agressions ont cessé temporairement. Victor gardait ses distances pendant ces mois, ce qui m'a apporté du soulagement. La grossesse était plus calme que la première. Et en octobre de cette année, notre fille Sophie est née belle, parfaite, avec les yeux de son père et mes cheveux bruns. Julien était déçu que ce ne soit pas un garçon, mais fut bientôt enchanté par sa fille. Victor ne voulait même pas tenir sa petite fille. Quand nous l'avons emmené pour le rencontrer, les filles ne sont que des ennuis, dit-il. Regardant à peine le bébé, une autre bouche à nourrir, qui ne rapporte rien. Avec Sophie, j'ai trouvé une nouvelle force. Je ne permettais plus à Julien de me frapper devant elle, même quand elle n'était qu'un bébé. Il respectait cela, emmenait ses explosions dans une autre pièce, mais elle continuait à se produire. Notre vie a continué ainsi pendant 2 ans de plus. Julien travaillant, bouvant, alternant entre mari aimant et agresseur. Moi m'occupant de la maison, de la fille, essayant d'être invisible quand je sentais l'orage arriver. Victor nous rendant visite mensuellement, toujours avec ses regards, ses commentaires, cette manière qui me donnait envie de verrouiller toutes les portes. C'était en 1974 que tout a changé pour toujours. Julien venait d'avoir 29 ans, j'avais 23 ans. Sophie avait presque 2 ans. C'était un vendredi comme un autre. Julien est parti au travail le matin, promettant de rentrer tôt pour emmener Sophie voir les feux d'artifice à la foire de Niort. La journée est passée, la nuit est tombée, pas de Julien. C'était pas inhabituel. Souvent, il allait du travail directement au bar, mais il avait promis à sa fille, qui attendait anxieusement, vêtue de sa robe de fête, quand l'horloge a sonné 20 et 1 heure, j'ai mis Sophie au lit
promettant que papa l'emmènerait voir des feux d'artifice le lendemain. Elle s'est endormie en pleurant à minuit. On a frappé à la porte. C'était l'ami de Julien. Pierre, visage pâle, mains tremblantes. Cécile, il s'est passé quelque chose, un accident sur le chantier. Les mots de Pierre semblaient venir de loin, comme s'il parlait sous l'eau. Un échafaudage s'est effondré. Julien est tombé du 3e étage. Mon monde s'est écroulé à cet instant. Je ne me souviens pas exactement comment je suis arrivée à l'hôpital. Je sais qu'un voisin est resté avec Sophie. Je sais que j'ai pleuré tout le trajet. Dans le camion de Pierre, priant toutes les prières que je connaissais. Mais quand je suis arrivée, Julien était déjà parti, n'avait aucune chance. Dit le médecin, mort instantanée, il n'a pas souffert, comme si c'était une consolation pour une veuve de 23 ans avec une petite fille. J'ai regardé ce corps couvert d'un drap blanc et ne reconnaissais pas l'homme avec qui j'avais partagé 5 ans de ma vie. Son visage était différent, déformé par la chute, mais les mains étaient les mêmes, mains qui m'avaient caressé et aussi fait mal tant de fois. J'ai pleuré pour tout, pour le Julien que j'ai rencontré à la foire, pour le père aimant qu'il parvenait parfois à être, même pour l'agresseur qui se repentait le matin. J'ai pleuré pour l'avenir que nous n'aurions pas, pour les promesses qui faisaient les bons jours, que tout irait mieux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans un état de choc. L'enterrement fut rapide. Nous n'avions pas d'argent pour quelque chose d'élaboré. Victor a tout organisé, payé les frais. Il semblait trop contrôlé, comme s'il enterrait un étranger. Et non son propre fils. La vie continue, dit-il au cimetière, pendant que le cercueil était descendu dans la terre. Toi et la fille, vous pouvez compter sur moi. À ce moment, ces mots semblaient gentils. Un port sûr, alors que je me noyais. Je ne savais pas ce que cette offre signifiait vraiment. Je suis rentrée chez moi avec Sophie, dans un silence assourdissant, dans les coins, qui portait encore l'odeur de Julien, dans ses vêtements sur la corde, que j'avais lavé la veille. La vie avait été dure à ses côtés, mais au moins j'étais pas seule. Maintenance. Il n'y avait que moi et ma fille dans le monde. Je n'avais pas de travail, pas d'argent économisé. Julien ne m'a jamais permis de travailler à l'extérieur. Et le peu que je gagnais avec la broderie couvrait à peine le matériel pour en faire plus. Le loyer était dû dans une semaine et le propriétaire était déjà venu présenter ses condoléances. Et rappeler que les affaires sont les affaires, c'est alors que Victor s'est présenté avec une proposition. Viens vivre chez moi, dit-il, assis dans mon salon 3 jours après l'enterrement. La maison est grande, a une chambre libre. Depuis que les garçons sont partis, Sophie aura de meilleures conditions que dans cet endroit. Yoi Hishite, quelque chose dans l'offre me causait un malaise, le même frisson que j'avais ressenti en le rencontrant. Mais que pouvais-je faire d'autre? Retourner dans la campagne poitevine. J'avais plus de famille là-bas, pas d'amis proches, après avoir été absente si longtemps. Ce serait juste jusqu'à ce que je trouve un travail, que je m'établisse. Bin Sua, répondit-il, trop rapidement.
juste jusqu'à ce que tu te remettes de ce coup. Une semaine plus tard, Sophie et moi avons déménagé dans la maison de Victor. C'était dans une petite ferme à Angoulême, isolée, entourée de champs de maïs. La maison était simple mais spacieuse. 3 chambres, grand salon, cuisine avec poêle à bois, grand jardin avec des poules et une vache laitière. L'épicerie qu'il gérait était à l'avant de la propriété, face à la route de Poitiers. Les premiers jours étaient calmes. Victor partait tôt pour l'épicerie, revenait pour le déjeuner que je préparais, puis retournait travailler jusqu'à la nuit. Il était poli, gardait une distance respectueuse. Il passait peu de temps avec sa petite fille, mais ne montrait pas l'aversion des premières rencontres. Je gardais la maison en ordre, cuisinais, lavais, repassais. Sophie jouait dans le jardin, enchantée par les animaux, par l'espace qu'elle n'avait jamais eu avant. Progressivement, la douleur de la perte cédait à la routine, au besoin d'avancer. J'ai commencé à chercher du travail, demandais aux clients de l'épicerie, proposais des services de couture et de broderie. C'était peu, mais j'ai commencé à économiser de l'argent, caché dans une boîte à biscuits. Économisant pour notre nouveau départ, les changements chez Victor ont commencé le premier mois subtil au début, un regard prolongé pendant le dîner, un compliment étrange sur comment la robe marquait mon corps, des questions sur quand était la dernière fois que Julien et moi avions dormi ensemble. Une jeune femme comme toi doit manquer ça. Commentati une nuit. Après que Sophie était déjà endormie, je fis semblant de ne pas comprendre, le remercier pour le dîner et aller dans ma chambre, verrouillant la porte. Comme j'en avais déjà pris l'habitude, le malaise grandissait, mais je me répétais que c'était dans ma tête, que je mal interprétais à cause du chagrin, de la peur d'être seule. La première fois qu'il a essayé quelque chose de plus direct, c'était quand nous avons complété 2 mois dans cette maison. Sophie avait de la fièvre, j'avais passé la nuit éveillée avec elle. Le matin, Victor a proposé d'aller chercher des médicaments en ville. Allonge-toi un peu, dit-il en revenant. Je vais surveiller la fille pendant que tu te reposes. Épuisée, j'ai accepté. Je me suis endormie presque instantanément dans ma chambre. Je me suis réveillée avec le matelas s'enfonçant à côté de moi, un poids sur moi. Victor, torse nu, sang, haleine de whisky et matinal envahissant mon visage. Silence, murmura-t-il, une main couvrant ma bouche. Tu ne veux pas réveiller la fille. Je me suis battue avec toute la force que j'avais. Je me suis débattue, mordue, griffée pendant un instant. La surprise m'a donné l'avantage. J'ai réussi à le pousser, à courir dans la chambre de Sophie, à verrouiller la porte. Il n'a pas insisté ce jour-là. Il est resté de l'autre côté de la porte. Respiration lourde. C'était juste un malentendu, dit-il enfin. Pas besoin d'en faire tout un drame. J'ai passé l'après-midi enfermée avec Sophie, terrifiée. Quand il est parti pour l'épicerie, j'ai saisi l'occasion pour prendre de l'eau, de la nourriture, ce dont nous avions besoin pour passer la nuit, retranchés dans la chambre. La nuit, il a frappé à la porte, voix calme, comme si rien ne s'était passé. Cécile,
Ne sois pas idiote, parlons comme des adultes. C'était une impulsion, ça ne se reproduira plus. Je n'ai pas répondu. Sophie dormait dans mes bras. Sa fièvre retombée. Je priais pour que l'aube arrive vite, pour une chance de m'échapper de là. À l'aube, la porte s'est ouverte. J'avais oublié qu'il gardait des copies de toutes les clés. Je me suis réveillée avec lui déjà dans la chambre, s'approchant du lit où Sophie et moi dormions. Si tu cries, si tu fais le moindre bruit, tu vas effrayer la fille, prévint-il, sa voix étrangement contrôlée. Viens avec moi dans l'autre pièce. Nous allons régler ça comme des adultes. Si regardai ma fille endormie, la peur de la réveiller, de la traumatiser, était plus grande que ma propre terreur. Je me suis levée silencieusement et l'ai suivie dans sa chambre. Ce qui s'est passé cette nuit-là, je n'ai pas le courage de détailler. Même après tant de décennies, je dirais juste que c'était le début d'un cauchemar qui durerait des semaines, que je suis revenue auprès de ma fille, sentant que je ne serais plus jamais la même, qu'une partie de moi était morte dans cette pièce. Le matin, Victor agissait comme si rien ne s'était passé, prenait son café, allait à l'épicerie, revenait pour le déjeuner. La seule différence était le sourire satisfait, le regard de quelqu'un qui avait prouvé qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Ce sera notre secret, dit-il. Quand nous étions seuls, personne ne te croirait de toute façon. La belle-fille qui est venue vivre avec son beau-père et maintenant l'accuse. Tout le monde pensera que c'est un stratagème pour rester avec la maison, avec la propriété. Et il avait raison, qui croirait une jeune veuve sans ressources contre un homme établi, respecté dans la communauté, même s'il croyait que deviendrions-nous, Sophie et moi, où irions-nous? J'ai commencé à barricader la porte de la chambre avec des chaises, des tables, tout ce que je pouvais trouver, mais il trouvait toujours un moyen, avait toujours l'excuse parfaite pour Sophie, pour les voisins, pour quiconque posait des questions sur les bruits nocturnes, sur mes yeux gonflés de tant pleurer. Maman est triste parce que papa lui manque, disait-il à Sophie. Quand elle demandait pourquoi je pleurais tant, j'essayais de m'échapper 2 fois. La première fois, il m'a trouvée sur la route, Sophie dans mes bras, notre petit baluchon de vêtements sur le dos. Il m'a ramené de force, la fille pleurant sans comprendre. Essaye encore, et la fille reste avec moi. Menaça-t-il quand nous étions seuls? Je peux obtenir la garde. J'ai des amis, de l'argent pour un avocat. Tu n'as rien. La deuxième fois, j'ai réussi à atteindre l'arrêt de bus. J'étais en train de monter dans le bus pour Bordeaux quand il est apparu avec le shérif de la ville. C'est ma belle-fille, expliqua-t-il à l'homme. Elle n'a pas toute sa tête depuis la mort de mon fils. Elle essaie d'emmener ma petite fille, la pauvre petite, le shérif, ami de Victor depuis des années, m'a regardé avec pitié. Mieux vaut rentrer chez vous. Madame, les enfants ont besoin de stabilité. C'est alors que j'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue, que personne ne m'aiderait, que le cauchemar ne finirait que quand il le voudrait. Au cours de la 3e semaine de cet enfer, Victor a bu plus de whisky que d'habitude. La récolte avait été bonne,
L'épicerie prospérait. Il fêtait seul pendant que je mettais Sophie au lit. Quand il est entré dans ma chambre cette nuit-là, il était plus violent que d'habitude. Il n'était pas satisfait de l'abus habituel. Il voulait faire mal, humilier, laisser des marques. Il frappait fort quand j'essayais de résister, me projetait contre le mur, me traînait par les cheveux, tout comme la mère de Julien, murmura-t-il pendant qu'il m'agressait. Elle aussi faisait la difficile au début. La révélation m'a choquée. Même au milieu de la douleur, la mère de Julien, dont il disait qu'il respectait tant, dont il disait qu'elle était irremplaçable, avait-elle traversé le même enfer pour la première fois? Je ne pouvais contenir mes cris, la douleur était trop intense, le désespoir trop immense. Sophie s'est réveillée, est venue à la porte appelante, Maman. Est-ce que maman est blessée? Va-t-en, petite cria. Victor, retourne dans ta chambre. J'ai entendu ses petits pas courir, effrayés. Cela a réveillé quelque chose en moi, une fureur que je ne savais pas exister. Ma fille ne grandirait pas en voyant sa mère détruite ainsi, ne vivrait pas en pensant que c'était normal. Dans l'élan de la rage, j'ai réussi à me libérer. J'ai couru à la cuisine. Victor, juste derrière, trébuchant dans son propre ivresse, j'ai attrapé la première chose que j'ai trouvée. Une poêle en fer, encore chaude du dîner, quand il m'a rejointe. Vigilante, souriant de ce sourire horrible, j'ai pivoté de toutes mes forces. La poêle a frappé le côté de sa tête avec un bruit que je n'oublierai jamais. Victor est tombé d'abord à genoux, puis sur le côté. Il ne bougeait plus. Je suis restée là, la poêle encore à la main, regardant le sang qui commençait à se répandre sur le sol en ciment. Je ne ressentais rien. Any remorse, ni soulagement, ni peur, juste le vide. Sophie est apparue à la porte de la cuisine, les yeux grands ouverts. Est-ce que grand-papa se blessait aussi? J'ai lâché la poêle, couru vers elle, couvert ses yeux. Grand-papa s'est endormi. Mon amour, allons dans ta chambre. Maman va faire nos bagages et nous allons voyager. Je l'ai mise au lit, parlant de l'aventure que nous aurions, de la grande ville que nous verrions pendant qu'elle se rendormait. Mon esprit semble light. Que faire maintenant? Je suis retournée à la cuisine. Victor restait immobile, le sang formant une flaque de plus en plus grande. J'ai vérifié son pouls. Rien, sun coup, aucun signe de vie. J'avais tué mon beau-père, l'homme qui m'avait abusé pendant des semaines, l'homme qui, je réalisais maintenant, avait probablement fait de même à la mère de Julien. Il y a des années, l'homme qui était respecté par tous, que personne ne questionnait jamais, je ne pouvais pas appeler la police, qui croirait ma version, une veuve qui tue le beau-père, qui lui a donné un abri, il m'arrêterait, peut être pour toujours, que deviendrait Sophie. C'est alors que j'ai pris la décision qui changerait nos vies pour toujours. J'ai traîné le corps de Victor dans le jardin jusqu'à l'enclos des porcs, où il élevait 2 gros cochons, grands, enfants qu'il nourrissait avec des restes. Je suis désolée, murmurai-je, pas à lui, mais à une force plus grande qui pourrait m'entendre. Il n'y avait pas d'autre moyen. J'ai jeté le corps par-dessus la clôture improvisée. Les cochons s'approchaient
curieux au début, puis j'ai détourné le regard mais n'ai pas bougé. Je devais être sûre. Je suis rentrée, j'ai lavé la cuisine comme je l'avais jamais lavée. J'ai récuré le sol, les murs, tout ce qui pouvait avoir une goutte de sang. J'ai brûlé mes vêtements tachés, me suis lavée jusqu'à ce que ma peau brûle. J'ai fait une petite valise avec nos affaires les plus importantes. J'ai réveillé Sophie quand le premier rayon de soleil est apparu. Nous allons voyager maintenant, mon amour. Nous allons voir de nouveaux endroits et grand-papa est resté pour s'occuper de la maison. Nous enverrons une lettre plus tard. Nous sommes allés sur la route, avons attendu le premier bus. Bordeaux était la destination la plus logique. Grande ville où personne ne nous connaîtrait, où nous pourrions disparaître pendant que le bus s'éloignait de cet endroit. J'ai regardé par la fenêtre une dernière fois. La maison devenait plus petite au loin, l'épicerie, le jardin où j'avais laissé enterrer non seulement le corps de mon beau-père, mais aussi une partie de mon âme. Sophie dormait sur mes genoux pendant le trajet, innocente, ne comprenant pas ce que nous avions laissé derrière. Je restais éveillée, pour yeux ouverts, mais ne voyant pas le paysage qui passait. Je ne voyais que le sang, les yeux vitreux de Victor, la poêle dans ma main. Ce que j'avais fait me hantait, mais je ne le regrettais pas. J'avais protégé ma fille, j'avais survécu. Et maintenant, pour la première fois depuis la mort de Julien, j'avais le contrôle de ma vie à nouveau. Le bus continuait vers Bordeaux et je continuais vers un avenir incertain, mais au moins ce serait un avenir que je choisirais moi-même. Je portais avec moi le poids de ce que j'avais fait, mais aussi la détermination de ne plus jamais être une victime. Ce que je ne savais pas, c'est que Bordeaux réservait ses propres défis, que le voyage pour reconstruire ma vie ne faisait que commencer et que le fantôme de Victor me suivrait beaucoup plus longtemps que je ne l'imaginais. Nous sommes arrivés à Bordeaux par un après-midi humide de 1974. La gare routière était animée de gens, de brut, d'odeurs étranges pour quelqu'un venant d'une petite ville. Sophie, accrochée à mon cou, effrayée par toute cette agitation. Moi avec notre petite valise, moins de 100 euros in poche. Et le cœur lourd de ce que j'avais laissé derrière. Où allons-nous dormir? Maman demanda Sophie. Ses petits yeux fatigués du voyage de 6 heures. Bonne question. Je ne connaissais personne en ville, n'avais rien planifié au-delà de l'évasion. Dans mon esprit, l'important était de sortir de cet enfer. Le reste s'arrangerait. Une dame qui voyageait à côté de nous dans le bus, Madame Colette Langlois, cheveux grisonnants et visage gentil, a dû remarquer mon désespoir. Avez-vous un endroit où rester, ma chère? Je secouai la tête, retenant mes larmes. J'étais épuisée, terrifiée, sans direction. Je connais une pension bon marché au centre-ville. Ce n'est pas du luxe, mais c'est propre. La propriétaire est une bonne personne, pourrait donner un rabais pour quelqu'un arrivant avec un enfant. Nous avons suivi Madame Colette dans un bus municipal bondé, puis à travers les collines escarpées du centre-ville de Bordeaux, à la fois effrayée et émerveillée, immeubles hauts, certains milestones, d'autres délabrés.
musique venant de partout, gens sur les trottoirs, aux fenêtres, aux coins si différents de la petite ville tranquille que je connaissais. La pension était dans un vieil immeuble, murs écaillés, escalier en bois qui grinçait à chaque pas. Madame Hélène Pascal, la propriétaire, avait un visage marqué par le temps et un regard qui semblait voir au-delà des apparences. Vous fuyez votre mari, petite, demanda-t-elle quand nous étions seuls. Mon beau-père, répondis-je avant de réfléchir, regrettant immédiatement la confession. Elle hocha la tête sans demander de détails. Très courant, plus que les gens ne l'imaginent ou ne veulent l'admettre. La chambre était minuscule, un lit simple, un matelas au sol, une armoire qui ne fermait pas correctement, mais elle avait une fenêtre qui captait la brise de la Garonne et était propre pour quelqu'un portant le poids que je portais. Ça semblait un palais. Les premiers jours étaient une question d'adaptation. Bordeaux était un monde, à part la chaleur constante, l'humidité, le rythme accéléré, la langue différente que parfois je comprenais à peine. Sophie s'adaptait plus vite, fascinée par les couleurs, les sons, le mouvement. Madame Hélène m'a aidé à trouver du travail dans une usine de couture au centre-ville, payée peu, mais au moins c'était un emploi légitime. Je me levais à 5 heures du matin, laissais Sophie avec Madame Hélène elle-même, qui demandait une misère pour la garder, et prenait 2 bus jusqu'à l'usine. Le travail était épuisant, parfois 12 heures penchée sur la machine à coudre, toujours les mêmes mouvements, entendant le bruit assourdissant des machines, respirant la poussière de tissu qui couvrait tout. Je revenais la nuit, le corps douloureux, les doigts piqués par les aiguilles, les yeux brûlants. Sophie était déjà endormie quand j'arrivais les week-ends. J'essayais de compenser, l'emmenant se promener dans le parc, au bord de la rivière, dans des endroits qui ne coûtaient rien. Au-delà du tarif du bus, vous êtes très réservée, madame, commenta Madame Hélène un dimanche, en me regardant tresser les cheveux de Sophie. Vous ne parlez jamais du passé de la famille. Je n'ai pas de famille, répondis-je simplement, juste moi et elle. La vie continuait dans une routine précaire, mais au moins nous étions en sécurité, ou du moins je le pensais, jusqu'au 3e mois à Bordeaux. C'était un dimanche chaud en octobre. Nous revenions du parc, Sophie sautillant devant moi, quand j'ai vu le journal au kiosque. Je n'achetais pas habituellement, chaque centime était compté, mais le titre m'a paralysée. Propriétaire d'épicerie porté disparu, la police soupçonne un meurtre, la photo des Victor. Sérieux, regardons droit, l'objectif occupait la moitié de la page. J'ai attrapé le journal avec des mains tremblantes, ignorant le vendeur, se plaignant que les journaux ne sont pas des magazines. À lire gratuitement, l'histoire disait que la communauté était choquée par la disparition de l'homme d'affaires respecté, que la police enquêtait sur des soupçons de meurtre après des taches de sang trouvées dans la cuisine. Épirait. Elle parlait de la fuite mystérieuse de la belle-fille et de la petite-fille
juste après la disparition. La police recherche Cécile Dubois pour interrogatoire, disait le dernier paragraphe. J'ai laissé tomber le journal, pris Sophie et couru jusqu'à la pension, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Je dois partir d'ici, dis-je à Madame Hélène, dès que je suis entrée. Aujourd'hui, maintenant, que s'est-il passé, petite? On dirait que tu as vu un fantôme. Je ne pouvais pas dire, même à cette dame qui avait été si bonne, je ne pouvais révéler ce que j'avais fait. Mon beau-père, il m'a trouvé, il va me ramener. Ce n'était pas un mensonge complet. S'il me trouvait, je serais ramenée et husté en prison, pas chez lui. Madame Hélène n'a pas posé plus de questions. Elle a aidé à faire notre petite valise, à donner un peu d'argent supplémentaire, au-delà de ce qu'elle devait pour garder Sophie. Où vas-tu maintenant? Je ne sais pas. Une autre région peut être sans nouveaux documents. Ils te trouveront où que tu ailles. Je connais quelqu'un qui peut aider. Mais ça coûte. Presque tout l'argent que j'avais économisé en 3 mois est allé payer le quelqu'un que Madame Hélène connaissait. Un homme voûté, sentant la cigarette et l'alcool artisanal, qui est apparu à la pension en pleine nuit avec des documents falsifiés. Maintenant, tu es Marie-Louise Silva, dit-elle, en me tendant le certificat de naissance et une carte d'identité flambant neuve. Et la fille est Anna Lucie. Garde bien les noms, ne réponds jamais aux anciens, même quand tu es seul. J'ai quitté le travail à l'usine le lendemain, perdu les indemnités, mais je ne pouvais pas prendre de risques. Nous avons quitté le centre-ville. La gentillesse de Madame Hélène, la vie que j'avais à peine commencé à construire, nous sommes allés de l'autre côté de la ville, dans un quartier près de l'aéroport, où nous avons loué une petite chambre à l'arrière de la maison d'une famille. Les mois suivants furent de paranoïa constante. Chaque voiture de police, chaque homme qui regardait trop longtemps, chaque question sur mon passé me faisait l'air de peur. Je dormais mal, mangeais peu, perdais tant de poids que mes côtes se voyaient. J'ai trouvé du travail comme femme de ménage pour une famille dans le quartier Saint-Seurin. Ils payaient moins que l'usine, mais je pouvais emmener Sophie avec moi. L'employeuse, Madame Anne Brienne, était une femme exigeante, mais juste sans mari. Docteur François Briand, médecin renommé, apparaissait à peine à la maison. À la maison, quelle maison? Nous n'avions plus de véritable maison. La chambre louée était juste un endroit pour dormir. Nous passions nos journées chez Madame Anne, moi nettoyant, cuisinant, lavant, pendant que Sophie jouait dans le jardin. Nous rentrions tard, tombions épuisés dans le lit que nous partagions pour nous réveiller avant le lever du soleil. Et tout recommencer. Ça a continué comme ça pendant presque un an, la peur diminuant progressivement, cédant à l'épuisement physique, au vide émotionnel. J'avais échappé à l'enfer avec Victor, mais quelle sorte de vie offrais-je à ma fille? Sophie a eu 4 ans en mai 1975. Je n'avais pas d'argent pour un cadeau. Pour une fête, j'ai acheté un cupcake à la boulangerie, y ai mis une bougie improvisée. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Juste
nous deux dans la petite chambre étouffante. Je voulais une poupée Maman, demanda-t-elle avec ses yeux, qui me rappelait tant Julien, l'anniversaire prochain, ma fille, maman promette, la vie a continué à ce rythme pendant quelques mois de plus jusqu'en septembre, quand ce que je craignais le plus est arrivé. J'étais à l'épicerie avec Sophie, achetant le peu que notre argent permettait. Quand j'ai vu l'affiche collée sur le panneau d'affichage, mon visage, un croquis dessiné à la main, mais reconnaissable, recherché pour meurtre en grosses lettres et une récompense pour des informations. Le sol semblait disparaître sous mes pieds. Le paquet de haricots que je tenais est tombé, répandant les grains sur le sol en ciment. Mademoiselle, vous vous sentez mal? Demanda le propriétaire du magasin, s'approchant. J'ai pas répondu. J'ai pris Sophie et suis sortie de là aussi vite que possible, sans regarder en arrière. Je suis pas retournée à la chambre, ni chez Madame Anne. J'ai marché sans but dans la ville, Sophie se plaignant de fatigue, de faim, ne comprenant pas ce qui se passait. Nous jouons à cache-cache. Ma fille, expliquai-je, ravalant mon désespoir. Nous ne pouvons laisser personne nous trouver. À la fin de la journée, quand je ne pouvais plus marcher, nous nous sommes retrouvés dans un parc au centre-ville. Sophie dormait sur mes genoux, épuisée. Je suis restée là, regardant les bateaux sur la Garonne, pensant que je pourrais monter sur l'un d'eux, m'enfuir loin, recommencer, mais comment, sans argent, sans documents que je pourrais montrer sans crainte, avec une petite enfant. Où irais-je? Combien de temps avant qu'il ne me retrouve à nouveau? C'est alors que j'ai pris une décision aussi douloureuse que nécessaire. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je devais affronter ce que j'avais fait, assumer les conséquences pour le bien de Sophie, qui méritait plus qu'une vie de fuite et de mensonges. Le lendemain matin, j'ai lavé nos visages à une fontaine publique, arrangé nos vêtements du mieux que je pouvais. J'ai acheté du pain avec le dernier argent que j'avais. Nous allons rendre visite à une personne importante, dis-je à Sophie, qui mangeait son morceau de pain. Avec la voracité de quelqu'un qui n'avait pas dîné la veille, nous avons marché jusqu'au commissariat central de Bordeaux, chaque pas plus lourd que le précédent, comme si j'allais à ma propre exécution d'une certaine manière. C'était le cas. Puis-je vous aider? Demanda l'officier à la réception, regardant avec suspicion mon apparence débraillée. Je suis Cécile Dubois, dis-je, ma voix presque disparaissant. Vous me cherchez pour la disparition de Victor Vérin. La reconnaissance brilla dans ses yeux. En quelques minutes, j'étais entourée de policiers, séparée de Sophie, qui criait pour moi, menottée comme une criminelle dangereuse. L'interrogatoire a duré des heures. J'ai tout raconté, de la mort de Julien, le déménagement chez Victor, les abus constants, la nuit fatale. Avez-vous des preuves de ces prétendus abus? Demanda le détective, un homme d'âge moyen, avec des yeux fatigués de quelqu'un qui avait entendu toutes les histoires possibles. Quelles preuves pouvais-je avoir? Sans témoin, sans marque,
juste votre parole contre la réputation d'un homme respecté dans la communauté. C'est exactement comme Victor l'avait dit, personne ne croirait. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une cellule avec 3 autres femmes. Je savais pas où était Sophie, si elle avait peur, si elle avait mangé, si elle m'appelait. Le désespoir était si grand que j'ai vomi le peu de nourriture qu'ils m'ont donné. Le lendemain, plus d'interrogatoires, plus d'incrédulité à mes paroles, plus d'accusations. Les cochons de la propriété ont été abattus, informant un officier plus jeune. Nous n'avons trouvé aucun reste humain. Où est le corps? Je dis la vérité. Je l'ai jeté dans l'enclos des porcs sans corps. Pas de crime, commenta le détective. Mais nous avons le sang dans la cuisine et votre fuite, c'est assez pour vous garder enfermé jusqu'au procès. Ce furent les pires jours de ma vie, pires que les abus de Victor, pire que les agressions de Julien, car maintenant je n'avais même pas le réconfort de voir ma fille, de savoir qu'elle allait bien. Une semaine plus tard, j'ai reçu ma première visite, une assistante sociale, femme sérieuse avec des lunettes épaisses et un porte-bloc toujours à la main. Votre fille est dans un foyer temporaire, mi formate-elle, elle va bien, s'adapte à la routine. Quand puis-je la voir? Cela dépend de l'avancement de l'affaire. Et si elle veut vous voir, que voulez-vous dire? Si elle veut, elles le feront. Nous expliquons la situation de manière adaptée à son âge, que maman a fait quelque chose de mal et doit être séparée à un moment. Mon monde s'est encore plus effondré. Sophie, pensant que j'avais fait quelque chose de mal, que je l'avais abandonnée, c'était trop. Un mois passa, sans nouvelles. Puis 2, rien sur un avocat, une audience. Aucun mouvement, juste le limbo de la cellule surpeuplée. Nourriture immangeable, peur constante. C'est alors que j'ai rencontré Valérie Martin, nouvelle compagne de cellule, femme forte, déterminée, qui ne baissait pas les yeux devant les gardiens. Elle était là pour vol, ne purgerait que 3 mois. Petite, tu te consumes, commenta-t-elle le 3e jour, observant comment je touchais à peine la nourriture. Comme tiens, tu ne tiendras pas jusqu'au procès. Je lui ai raconté mon histoire. Je n'avais rien à perdre. À ma surprise, elle l'a cru. Plus que ça, elle était outrée. Ce qu'ils t'ont fait est un crime femme. Il y a une organisation qui aide les femmes comme toi. Quand je sortirai d'ici, je vais les chercher. Je n'y croyais pas beaucoup. Les promesses vides étaient courantes en prison. Tout le monde disait qu'ils aideraient en sortant, mais Valérie a tenu parole. 2 semaines après sa sortie, j'ai reçu la visite d'une avocate, Claire Chardon, noire, cheveux afro, regard déterminé. Elle représentait un groupe de défense des droits des femmes. Ton histoire est plus courante que tu ne l'imagines, dit-elle après avoir entendu mon récit complet. Et nous allons nous battre pour toi. Avec Claire, les choses ont commencé à changer. D'abord, elle a obtenu l'autorisation pour que je voie Sophie. La rencontre était dévastatrice. Ma fille, maigre, cheveux coupés courts, regard méfiant, comme si elle ne me reconnaissait pas. Tu as laissé grand-papa blessé.
dit-elle quand nous étions seuls dans la salle des visites. Non, ma fille, grand-papa faisait de très mauvaises choses à maman, me faisait beaucoup de mal. Comment expliquer l'abus sexuel à une enfant de 4 ans? Comment justifier ce que j'avais fait? Claire a aussi réussi à me faire transférer à l'infirmerie. J'avais une anémie sévère, était déshydratée, avec des signes de dépression profonde. C'est à l'infirmerie que j'ai reçu la pire nouvelle possible. Les frères de ton mari ont demandé la garde permanente de Sophie, m'informa Claire par un après-midi pluvieux de février 1966. Ils prétendent que tu es mentalement instable, que tu as inventé les accusations contre Victor. Ils savent comment il était sans preuve. C'est ta parole contre leur... et ils ont une stabilité financière, une maison structurée aux yeux de la justice. Ils ne peuvent pas prendre ma fille, mais ils le pouvaient et ils l'ont fait. Le juge a accordé la garde provisoire à Étienne, le frère aîné de Julien, le même jour. Il a emmené Sophie à Niort, loin de moi, sans même me permettre de dire au revoir. C'était mon point le plus bas, le moment où j'ai perdu tout espoir, toute volonté de continuer la nuit où j'ai appris qu'ils avaient pris ma fille. J'ai essayé de mettre fin à mes jours. J'ai économisé les pilules qu'ils me donnaient à l'infirmerie. On est rassemblé plusieurs, les ai avalées d'un coup. Ça n'a pas marché. Une infirmière a remarqué, a appelé à l'aide. Ils m'ont pompé l'estomac, m'ont attaché au lit pour que je n'essaie pas à nouveau. J'ai passé des semaines dans cet état, sans parler, sans mange correctement, sans la volonté de vivre. La seule chose qui me faisait respirer était la pensée lointaine, presque impossible, de revoir un jour Sophie. C'est alors que j'ai rencontré sœur Madeleine Simonet, nonne âgée qui visitait l'infirmerie de la prison, apportant un réconfort spirituel. Elle avait des rides profondes autour d'yeux bienveillants et des mains cailleuses de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie. Dieu n'abandonne pas ses filles, dit-elle, tenant mes mains entre les siennes, même dans la vallée la plus sombre. Il marche à vos côtés. Je n'y croyais pas beaucoup. Quel Dieu permettrait tout cela? La mort de Julien, les abus, la séparation de Sophie. Mais sœur Madeleine n'a pas abandonné. Elle venait tous les jours, lisait des passages de la Bible, parlait simplement quand je ne voulais pas entendre les Écritures, progressivement. Sa présence constante était comme une lumière timide, entrant dans une grotte sombre. Tuesday, dois rester forte, insistait-elle, pour te battre pour ta fille quand tu sortiras d'ici. Quand pas si ce petit mot faisait une différence. J'ai commencé à mieux manger, à répondre au traitement, à croire que peut être, juste peut être. Il y avait un lendemain au-delà de ces murs. En avril 1966, j'ai enfin eu ma première audience. Claire avait travaillé sans relâche, rassemblant des preuves, des témoins. Valérie est apparue pour confirmer mon état. Quand je suis arrivée au commissariat, Madame Hélène est venue de loin pour témoigner de mon arrivée effrayée à Bordeaux, avec des marques visibles de violence. La grande percée fut
quand ils ont trouvé une ancienne employée de Victor qui a confirmé des soupçons sur la mort de la mère de Julien des années auparavant. Ce n'était pas la fièvre, comme il disait, a-t-elle raconté dans son témoignage. C'était lui qui l'avait battue jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se lever. Pourtant, c'était une affaire difficile, sans cœur, avec ma confession dans des circonstances douteuses, avec ma tentative de fuite. Le procès s'est prolongé pendant des mois, va-et-vient de documents, témoignages d'experts, dépositions. Je suis restée détenue tout le temps, maintenant dans une cellule commune à nouveau, mais recevant au moins un traitement médical régulier en janvier 1977, presque 3 ans après la mort de Julien. J'ai reçu la sentence coupable d'homicide volontaire avec des circonstances atténuantes en raison de la situation, 6 ans de prison, avec possibilité de progression au régime semi-ouvert. Après avoir purgé un tiers de la peine, c'était à la fois une victoire et une défaite. Victoire, parce qu'ils ont reconnu les circonstances atténuantes, l'histoire des abus, défaite, parce que je serai encore des années loin de Sophie. Nous allons faire appel, assura Claire, cette sentence est encore injuste, vu ce que tu as traversé. Je suis retournée dans la cellule ce jour-là avec des sentiments mitigés. J'étais condamnée. Oui, mais au moins j'avais une date de fin. Ja weiß, un horizon, aussi lointain soit-il, c'est cette nuit-là, allongée sur la couchette dure, écoutant les bruits nocturnes de la prison, que j'ai pris une autre décision fondamentale. J'allais utiliser ce temps. Je n'allais pas laisser les années en prison n'être qu'une attente. Elle serait une préparation. J'ai demandé à entrer dans le programme d'éducation en prison. J'ai commencé à étudier les bases puisque j'avais quitté l'école si tôt. Bientôt, j'absorbais tout ce que je pouvais. Français, mathématiques, histoire. Parfois j'étudiais 12 heures par jour. Je n'avais rien d'autre à faire. De toute façon, j'ai aussi intégré le programme de travail, couture, artisanat, nettoyage. J'acceptais tout ce qui réduisait ma peine et me permettait d'économiser un peu d'argent. Le temps passait ainsi entre les livres et le travail. Je voyais Sophie seulement 2 fois par an. Quand Étienne l'amenait pour des visites obligatoires par ordonnance du tribunal, elle grandissait sous mes yeux par bonds, chaque fois plus distante, plus étrangère, à 6 ans. Elle m'appelait déjà tante Cécile au lieu de maman. En 1979, après avoir purgé un peu plus de 2 ans, j'ai obtenu une progression au régime semi-ouvert. Je pouvais sortir pendant la journée pour travailler, revenant dormir en prison. The Madeleine, qui m'avait jamais abandonné tout ce temps, m'a obtenu un emploi à la blanchisserie du couvent. C'était le premier souffle de vraie liberté en année. Marcher dans les rues, sentir le soleil, revoir la rivière. Même devoir retourner à la cellule la nuit, c'était comme renaître. En 1981 est venue la liberté conditionnelle. Je sortirai de prison définitivement. Bien que je devais encore me présenter régulièrement à la justice, The Madeleine, ange que Dieu a placé sur mon chemin,
a offert une chambre à l'arrière du couvent en échange de travail à la cuisine et à la blanchisserie. Je suis sortie de prison par un matin de mars. J'avais 30 ans, mais je sentais avoir vécu un siècle. Mes cheveux montraient déjà des mèches blanches, mon corps marqué par une vie dure, mes yeux portant le poids de tout ce que j'avais vécu, mais j'étais vivante et libre et déterminée à récupérer ce qui restait de ma vie, principalement à récupérer ma fille. La liberté a une odeur, vous savez, ce Martin de Mars 1981, quand les portes de la prison se sont fermées derrière moi. J'ai respiré profondément l'air de la rue, ça sentait la brise de la rivière, le pain sortant du four de la boulangerie du coin, la possibilité, j'étais maigre, avec mes premières mèches blanches à 30 ans, et ne portant qu'un sac plastique avec les quelques vêtements que j'avais. Sœur Madeleine m'attendait dehors, son habit blanc, immaculé, contrastant avec ma robe grise délavée, sans rien dire, elle m'a serré dans ses bras. C'était le premier véritable câlin que je recevais en année. « Allons à la maison », dit-elle, et ce mot « et maison » sonnait étrange à mes oreilles. Je n'avais pas de maison, je n'avais presque rien, sauf une détermination farouche à récupérer ma fille. Le couvent des Sœurs de la Charité était dans un quartier simple, en périphérie de Bordeaux, vieille construction avec des murs épais, qui gardait l'intérieur frais, même dans la chaleur intense de l'été bordelais. Ma chambre était petite, spartiate, un lit étroit, une armoire, une petite table avec une Bible. Après une cellule de prison, ça semblait un palais. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, expliqua sœur Madeleine, en échange d'aide à la cuisine et à la blanchisserie. Quand tu seras prête, nous t'aiderons à trouver un autre endroit. J'ai établi une routine. Je me réveillais à 5 heures du matin avec les nonnes aider à préparer le café. Puis aller à l'immense blanchisserie où je passais la plupart de la journée entre les bacs de lavage et les fers. Le travail était dur, mais réconfortant dans sa simplicité. Le soir, j'étudiais. Les nonnes avaient une petite bibliothèque et m'encourageaient à continuer l'éducation que j'avais commencée en prison. Mon objectif était clair. J'avais besoin d'une stabilité financière et émotionnelle pour avoir une chance de récupérer Sophie. Je savais que ce ne serait pas facile. Étienne et sa femme, Isabelle, avaient élevé ma fille pendant presque 7 ans maintenant. Elle avait 11 ans et me voyait probablement comme une étrangère, peut être même comme la mauvaise femme qui avait blessé grand-papa. Comme il lui avait dit, 1 mois après ma sortie, j'ai reçu la première visite de Claire, mon advocate. Ses cheveux afro semblaient encore plus volumineux, son sourire encore plus déterminé. J'ai trouvé un moyen d'obtenir au moins des visites régulières, expliqua-t-elle, étalant des documents sur la table de la cuisine du couvent. Ils ne peuvent pas empêcher le droit de la mère. Même avec ta liberté conditionnelle, nous allons déposer une requête légale. Il a fallu 3 mois de bataille juridique. Étienne a engagé des avocats coûteux, prétendait que j'étais dangereuse, instable.
que je traumatiserais la fille. Mais le juge, une femme d'âge moyen avec des yeux compréhensifs, a décidé en ma faveur. J'aurai le droit à des visites bimensuelles le dimanche, pour l'instant, toujours supervisée par une assistante sociale. La première rencontre était dans un parc à Bordeaux, endroit neutre. Disait-il, je suis arrivée 1 heure à l'avance, trop nerveuse pour rester immobile. J'ai arrangé ma meilleure robe, achetée dans une friperie avec mes premières économies, mis du rouge à lèvres, épinglé mes cheveux. Je voulais sembler normale, stable, digne de confiance. Quand j'ai vu Sophie sortir de la voiture avec Étienne, mon cœur a presque arrêté. Elle était tellement grandie, si différente de la petite fille que je gardais en mémoire. Cheveux longs maintenant, uniforme scolaire au lieu des robes simples que je cousais, une pré-adolescente, plus une petite enfant. Salute, dit-elle en s'approchant, voix sans émotion, yeux m'évaluant comme si j'étais une étrangère. Salute, mon amour, tu m'as tellement manqué. J'ai fait un geste pour l'enlacer, mais elle a reculé. Bien sûr, elle reculerait. Pour elle, j'étais juste une femme qui apparaissait 2 fois par an pour des visites tendues et inconfortables. L'assistante sociale, une femme douce d'environ 40 ans, a suggéré d'aller chercher une glace. Nous nous sommes assises sur un banc, la glace fondant dans la chaleur, parlant de sujets superficiels, école, Amies, les poupées qu'elle collectionnait. Tonton Étienne et tante Isabelle m'emmènent à Disneyland en vacances. Raconta-t-il, une lueur d'excitation dans les yeux. J'ai avalé difficilement. Je ne pourrais jamais lui offrir quelque chose comme ça. Même en rêve, quand le temps de visite s'est terminé, Sophie a hésité avant de partir pendant un instant. J'ai pensé qu'elle allait m'enlacer, mais elle a juste fait un signe de la main et a couru vers la voiture où Étienne et Isabelle attendaient, couple bien habillé, prospère, parfait pour élever un enfant, différent de moi, ex-détenu, travaillant à la blanchisserie d'un couvent. J'ai pleuré tout le trajet du retour, mais je n'ai pas abandonné. À la rencontre suivante, j'ai apporté un cadeau, un bracelet fait main que j'ai fabriqué pendant mon temps libre. Aux visites suivantes, j'avais toujours une petite surprise, ruban pour cheveux, bonbons faits maison, petit dessin que je faisais, progressivement, timidement. Elle a commencé à s'ouvrir, à me raconter plus sur sa vie, ses amis d'école, l'enseignante qu'elle aimait tant. Elle a aussi commencé à poser des questions sur ma vie, sur pourquoi j'étais dans cet endroit. Elle n'a jamais dit prison. J'ai fait quelque chose de mal, expliquai-je lors de notre 5e rencontre, choisissant mes mots soigneusement, mais c'était pour me protéger. Parfois, les adultes font des choix difficiles. En décembre 1981, j'ai obtenu la permission pour la première rencontre sans supervision. J'ai emmené Sophie à la plage près de la rivière. Puis, dans une boutique de glace, elle était plus détendue, moins sur la défensive. Elle m'a même tenu la main pendant que nous traversions la rue. Tonton Étienne a dit que tu as tué grand-papa Victor, dit-elle soudain.
en jouant avec le sable. Et c'est vrai, je me suis figée. Comment répondre à ça? Mentir serait facile, mais établirait notre relation sur des bases fausses. La vérité crue serait trop traumatisante. Ton grand-père me faisait beaucoup de mal, répondis-je finalement, choisissant mes mots avec soin. Il faisait des choses que les adultes ne devraient pas faire à d'autres adultes. Je me suis défendue et il a été très gravement blessé. Était-il méchant? Il était malade dans sa tête. Ma fille, il faisait du mal aux gens qui devraient protéger. Elle est restée silencieuse, absorbant cela à sa manière, puis a demandé si nous pouvions construire un château de sable. La conversation était terminée, du moins pour l'instant, tandis que je reconstruisais lentement ma relation avec Sophie. Je travaillais aussi à améliorer ma propre vie. Les nonnes m'encourageaient à compléter mes études formellement. Je suivais des cours du soir. Après de longues journées à la blanchisserie, en 1983, à 32 ans, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Tu es trop intelligente pour passer ta vie à laver des vêtements, dit sœur Thérèse de Lorme, la plus jeune du couvent qui enseignait dans une école publique. As-tu pensé à devenir enseignante? Enzeigner, devenir enseignante. Je n'avais jamais considéré cette possibilité. Dans mon esprit, une ex-détenue ne pouvait pas être enseignante. Avec mon casier judiciaire, ta liberté conditionnelle se termine dans 2 ans. Après cela, rien ne l'empêche et nous avons désespérément besoin d'enseignants dans les quartiers pauvres. L'idée s'est plantée comme une graine. J'ai commencé à économiser chaque centime. J'ai déménagé du couvent en 1984 dans une chambre louée plus près du centre-ville où j'ai obtenu un meilleur emploi dans une blanchisserie industrielle. Je gagnais plus, bien que le travail soit encore plus épuisant. Quand ma liberté conditionnelle s'est terminée en 1986, j'avais économisé assez pour m'inscrire à un programme de formation des enseignants le soir. Je travaillais le jour, étudiais la nuit, voyais Sophie les week-ends. C'était épuisant, mais chaque fois que je tenais un livre, chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, je sentais que je prenais enfin le contrôle de ma vie. Sophie avait maintenant 6 ans, une adolescente complète, avec ses propres opinions et la rébellion typique de son âge. Notre relation s'était beaucoup améliorée. Elle me voyait à nouveau comme maman, bien qu'elle vive toujours avec Étienne et Isabelle, qui étaient devenus sa famille. C'est à cette époque que les murmures, les regards, les doigts pointés ont commencé. C'est celle qui a tué son beau-père. Bordeaux était une grande ville, mais d'une manière ou d'une autre, mon histoire avait fuité. Peut être quelqu'un qui m'avait reconnu de l'époque du procès, peut être quelqu'un de la petite ville qui avait déménagé en ville. Le fait est que soudain, je me retrouvais à nouveau marquée dans le programme de formation. Certains camarades ont cessé de me parler à la blanchisserie. Des clients demandaient quelqu'un d'autre pour les servir. Même au marché du quartier,
Je sentais les regards, entendais les murmures. La honte revenait avec force. Le sentiment d'être moins qu'humaine, de ne pas mériter une seconde chance. J'ai pensé à abandonner, à fuir à nouveau, à me cacher ailleurs. C'est Sophie, ironiquement, qui m'a donné la force de rester et d'affronter. Maman, tu es plus forte que ça, dit-elle quand je lui ai dit que je pensais changer de ville. Nous avons traversé bien pire. Ces gens ne te connaissent même pas vraiment, ma fille, si jeune et déjà si sage. Avec son soutien, j'ai continué. J'ai terminé le programme de formation des enseignants en 1988 à 37 ans. C'était pas facile de trouver une école qui accepterait de m'embaucher avec mes antécédents, même après avoir purgé ma peine complètement. Mais sœur Thérèse, toujours mon ange gardien, m'a obtenu un poste dans une école communautaire où le couvent maintenait un travail social. Mon premier jour en tant qu'enseignante était terrifiant. Classe d'alphabétisation. 30 enfants entre 6 et 8 ans, la plupart venant de familles très pauvres. Beaucoup n'avaient jamais tenu un crayon auparavant, ne connaissaient pas les lettres. Les chiffres, tremblante. Je me suis présentée. Bonjour, les enfants. Je suis l'enseignante Cécile. Enseignante, le mot sonnait étrange. Imposant, moi qui avais à peine eu la chance d'étudier au bon âge, était maintenant là pour enseigner. La première semaine était désastreuse. Je ne pouvais pas contrôler la classe, ne savais pas expliquer pour qu'ils comprennent, rentrer chez moi épuisée et en pleurs, mais je n'ai pas abandonné. Je me souvenais de Sophie disant que j'étais forte et continuais à avancer. Avec le temps, je me suis améliorée. J'ai appris à capturer l'attention des enfants avec des histoires, à utiliser leur énergie au lieu d'essayer de la contenir, à adapter l'enseignement au rythme de chacun. À la fin de la première année, quand plusieurs élèves ont réussi à lire leurs premiers mots seuls, j'ai ressenti une joie que je n'imaginais jamais possible. Le salaire d'enseignante n'était pas élevé, mais combiné à mes économies de la blanchisserie, m'a permis en 1990 de louer un appartement plus grand, salon, chambre, cuisine, un luxe comparé au réduit où j'avais vécu. Sophie avait 20 ans, étudiait les soins infirmiers à l'université, bourse obtenue grâce à l'influence d'Étienne, qui connaissait des gens importants. Elle passait plus de temps avec moi maintenant, dormait parfois dans mon appartement les week-ends. Tonton Étienne et tante Isabelle ont été bons pour moi, commenta-t-elle une de ces nuits pendant que nous regardions la télévision, mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Kwai, Toy, ton histoire, ta force. J'ai pleuré, la serrant dans mes bras. Ma fille n'était pas seulement revenue dans ma vie, elle m'admirait. Après tout ce que j'avais traversé, après toutes les erreurs, ma fille me voyait comme un exemple de force. En 1992, j'ai reçu des nouvelles qui allaient tout changer à nouveau. Étienne était mort, crise cardiaque massive. Isabelle, sans enfant biologique, était dévastée.
Sophie, déjà adulte, a décidé de rester avec elle un moment pour la soutenir dans le deuil. Elle a pris soin de moi pendant tant d'années, maman. Maintenant, c'est à moi de prendre soin d'elle. La générosité de ma fille m'a émue. Aucun ressentiment, aucune amertume sur le passé. Juste une compassion sincère. C'est à cette époque, avec Sophie plus proche et ma carrière d'enseignante établie, que j'ai commencé à ressentir un besoin profond de gérer le fantôme qui me hantait encore, Victor, pas l'homme physique. Il était mort et enterré de mes propres mains, mais ce qu'il représentait, le traumatisme, l'humiliation, la culpabilité que je portais encore. Peu importe combien j'avais reconstruit ma vie, je me sentais encore sale à l'intérieur, marquée à jamais par ce qu'il m'avait fait. Et parce que je lui avais fait, j'ai décidé de chercher de l'aide. À l'époque, la thérapie n'était pas courante comme aujourd'hui, surtout pour les gens d'origine modeste, mais à travers l'école, j'ai obtenu une recommandation pour un groupe de soutien pour les femmes victimes de violences. Lors des premières réunions, je ne pouvais même pas parler. J'écoutais juste d'autres femmes raconter des histoires douloureusement similaires à la mienne. Mères violentes, pères abusifs, patrons harceleurs, femmes qui, comme moi, avaient été réduites au silence, blâmées, discréditées. Pour beaucoup, la justice ne viendra jamais par le système légal, disait la psychologue qui coordonnait le groupe. Notre justice doit être interne. Refuser le rôle de victime permanente, c'était une révélation. Je me voyais encore comme une victime d'abord des Julien, puis de Victor, puis du système. Je croyais encore, au fond, que ma valeur avait été détruite par eux, que je serais à jamais marquée, diminuée. En 1994, avec l'encouragement du groupe, j'ai pris la décision d'écrire mon histoire, pas pour publier, pas pour montrer à qui que ce soit, juste pour exorciser les démons, donner une voix à la femme qui avait été réduite au silence si longtemps. J'ai acheté un carnet épais à couverture rigide et j'ai commencé à tout enregistrer enfance dans la campagne poitevine. Mariage avec Julien, les abus de Victor, la fuite, la prison, la reconstruction. J'écrivais la nuit, après les cours, souvent en pleurant tellement que les larmes brouillaient l'encre du stylo. C'était un processus douloureux mais guérisseur. Avec chaque page remplie, j'avais l'impression de vider le poison de mon corps. Comme si je pouvais enfin choisir comment cette histoire serait racontée. Pas par la version des hommes qui m'avaient fait mal, ni par le système qui m'avait puni, mais par ma propre voix. Quand j'ai fini le carnet 6 mois plus tard, j'ai fait quelque chose de symbolique. Je l'ai emporté au bord de la rivière, une aube d'août, seule sur l'herbe, sous le ciel, encore sombre. J'ai lu chaque page à voix haute, comme un témoignage à l'univers, puis j'ai mis le feu au carnet et regardé les cendres voler sur l'eau. Vous n'avez plus de pouvoir sur moi, dis-je à voix haute, pensant à Victor, à Julien, à tous ceux qui avaient essayé de me diminuer. Je suis libre maintenant et à ce moment, pour la première fois en décennies, je me suis vraiment sentie libre.
Le reste des années 1990 fut une question de stabilité et de croissance. J'ai continué à enseigner maintenant avec assez d'expérience pour prendre des classes plus avancées. Sophie a obtenu son diplôme d'infirmière, a obtenu un emploi dans un hôpital public en 1997. Elle m'a offert le plus grand cadeau de tous. Mon petit-fils Lucas, je veux que tu sois une partie importante de sa vie, dit-elle, plaçant ce petit paquet nouveau-né dans mes bras tremblants pour qu'il grandisse en connaissant ton histoire, ta force. J'ai tenu cet enfant avec révérence, émerveillée de voir comment la vie la boucle. Moi, qui avait été séparée de ma fille si longtemps, avait maintenant la chance d'être une grand-mère présente dès le premier jour, quand Lucas avait 2 ans. Sophie a épousé Nicolas Lévesque, le père de l'enfant, médecin dévoué qu'elle a rencontré à l'hôpital, homme doux, qui l'a traité avec respect, exactement ce que j'avais toujours rêvé pour ma fille. En 2000, à 49 ans, j'ai réalisé un autre rêve, acheter ma propre maison, petite, dans un quartier simple, mais entièrement à moi. J'ai payé la compte avec des années d'économie et financé le reste avec un programme gouvernemental. Le jour où j'ai reçu les clés, j'ai parcouru chaque pièce vide, ressentant une joie presque indescriptible. Mamie, cette maison est vraiment, vraiment à toi. Demanda Lucas, alors âgé de 3 ans, courant dans les pièces vides le jour du déménagement. Vraiment, est mon amour. Personne ne peut l'enlever à mamie. En 2005, à 54 ans, j'ai pris ma retraite du système d'éducation municipale. Je voulais pas arrêter de travailler complètement. L'idée de n'avoir aucun but me faisait peur. J'ai commencé à donner des cours privés d'alphabétisation pour adultes chez moi, facturant ce qu'ils pouvaient payer, souvent juste en échange de services ou de nourriture. C'est à cette époque que j'ai remarqué le premier changement significatif dans la manière dont la communauté me voyait. J'étais plus la femme qui avait tué son beau-père, mais l'enseignante Cécile, qui aide tout le monde à apprendre à lire. Les gens qui autrefois traversaient la rue pour éviter de passer près de moi demandaient maintenant mon aide pour lire des correspondances importantes, enseigner à leurs enfants, donner des conseils. La rédemption que le système légal ne m'avait pas donnée, la communauté me l'offrait lentement. En 2010, avec Lucas déjà adolescent, Sophie a eu sa deuxième fille, Cécile, mon homonyme. C'était un honneur que je n'attendais jamais pour qu'elle grandisse aussi forte que sa grand-mère, expliqua Sophie quand elle m'a annoncé son choix. Ma relation avec ma fille a fleuri d'une manière que je n'imaginais jamais possible. Après notre séparation forcée, nous n'étions pas juste mère et fille. Nous étions confidentes, amies, soutiens l'une de l'autre. Elle ne m'a jamais blâmée pour la séparation, ne m'a jamais jeté mes choix au visage. Au contraire, elle montrait toujours de l'admiration pour la manière dont j'ai affronté les conséquences très construites de ma vie. Tu m'as appris qu'on peut toujours recommencer, m'a-t-elle dit une fois, peu importe à quel point le chemin semble sombre en vieillissant.
j'ai commencé à ressentir un besoin de partager mon histoire au-delà du cercle familial. Pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour que d'autres femmes sachent qu'elles n'étaient pas seules, qu'il y avait une issue, même des abîmes les plus profonds. 2015, à 64 ans, j'ai commencé à participer à des cercles de conversation dans des centres communautaires, des écoles du soir, des groupes de soutien. Je racontais ma trajectoire sans romantiser, sans omettre mes erreurs, mais aussi en soulignant la force que j'ai découverte en moi. Si j'ai réussi à survivre et à reconstruire ma vie, après tout cela, disais-je, à des salles pleines de femmes, avec des regards que je reconnaissais bien, vous le pouvez aussi, les réactions étaient diverses. Pleurs, étreinte, remerciements, parfois méfiance ou jugement. Mais chaque fois qu'une femme venait après et murmurait « j'ai traversé ça aussi ». Et je pensais être seule, je savais que ça valait la peine d'exposer mes cicatrices. En 2018, Lucas est entré à la faculté de droit, voulait être procureur spécialisé dans les cas de violence contre les femmes à cause de ton histoire. Mamie, expliqua-t-il, je veux que d'autres femmes aient la justice que tu n'as pas eue la même année. J'ai reçu une invitation surprenante, donner une conférence à la faculté de droit de Bordeaux sur mon expérience en tant que femme dans le système pénitentiaire français. Moi, qui avais à peine terminé le lycée, parlant à de futurs juges, procureurs, avocates, tremblante de nerfs, mais déterminée. J'ai partagé non seulement mon histoire personnelle, mais aussi les échecs systématiques que j'ai observés, comment les femmes victimes de violences étaient discréditées, comment le système punissait celles qui se défendaient, comment la prison détruisait au lieu de réhabiliter. La vraie justice n'est pas seulement dans les lois écrites, concluses, mais dans la capacité à reconnaître l'humanité complète de chaque personne qui entre dans ce tribunal. La réponse fut écrasante, ovation debout, larmes de nombreux étudiants, invitation à parler ailleurs. Soudain, à 67 ans, j'avais une nouvelle mission, être une voix pour ceux qui n'en avaient pas, surtout les femmes emprisonnées pour s'être défendues contre leurs agresseurs. En 2020, quand la pandémie a forcé tout le monde à l'isolement, mon petit-fils Lucas a suggéré quelque chose qui allait tout changer à nouveau. Mamie, pourquoi ne racontes-tu pas ton histoire sur Internet? Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ça maintenant, surtout avec tant de femmes coincées à la maison avec des agresseurs. L'idée m'a effrayée. Internet. Je savais à peine utiliser un téléphone portable correctement, mais Lucas insistait. A acheté un équipement simple, m'a appris les bases. Sophie a aidé à organiser les thèmes, à structurer les histoires de manière accessible. Et ainsi, l'histoire est née, enregistrée dans mon salon simple, avec ma petite fille Cécile souvent à côté de moi, jouant pendant que je parlais. Nous avons commencé en avril 2020, sans aucune attente. La première vidéo n'a eu que 20 vues, la deuxième presque 100, la troisième, où je racontais les abus de Victor, est devenue virale d'une manière que personne n'attendait,
puissance 0 personne, on regardait en une semaine des messages arrivés par milliers de femmes à travers la France. Ton histoire a sauvé ma vie. J'ai regardé ta vidéo et aujourd'hui j'ai quitté la maison avec mes enfants. Je pensais être seule jusqu'à ce que je trouve ton histoire aujourd'hui, en 2025. J'ai 74 ans. Mon histoire a plus d'un demi-million de followers. Je suis invitée à des événements, des interviews, des documentaires, pas pour être une experte en quoi que ce soit, ni pour avoir des titres impressionnants, juste pour avoir survécu et avoir le courage de raconter. Quand je pense à la fille de 16 ans qui a rencontré Julien cette fois, la jeune mère terrifiée, fuyant avec un enfant dans les bras, la prisonnière désespérée qui a essayé de mettre fin à ses jours. Ça semble être une autre personne et d'une certaine manière, tcha, l'Est de cette Cécile ne reste que l'essence, le noyau qui a tout survécu parce que j'ai découvert de la manière la plus dure que nous sommes beaucoup plus forts que nous ne l'imaginons, que nous pouvons tout perdre, liberté, famille, dignité, et pourtant reconstruire, pourtant fleurir, pourtant trouver un but. Quand les jeunes me demandent si je regrette, ma réponse surprend toujours. Je ne regrette pas ce que j'ai fait pour survivre. Je regrette seulement de ne pas avoir cru en ma propre valeur plus tôt. C'est le véritable renversement de situation que j'ai réalisé contre Victor. Je n'ai pas seulement survécu à ce qu'il m'a fait, j'ai prospéré malgré cela. J'ai transformé le poison en médicament, la douleur en but, etc. Plus que toute vengeance, et la plus grande victoire que j'aurais pu avoir. Si vous avez aimé mon histoire, veuillez donner un like à cette histoire. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires de cette vieille dame. Dites-moi dans les commentaires de quelle partie de la France vous regardez. J'aime découvrir qui est de l'autre côté de l'écran, en apprendre sur vos familles avec amour, d'une grand-mère qui a appris que la plus grande revanche est de bien vivre